Et bonjour, re-bienvenue sur la Korean Tour Festival. Aujourd'hui, on reçoit TV Asia, Inès de TV Asia. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va, tranquille, comme un samedi matin, quoi. On est encore le samedi. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que c'est que TV Asia et qu'est-ce que tu proposes sur cette chaîne? Ok, je vais vous raconter ma vie rapidement. Exactement. Comment j'en suis arrivée là? Voilà. En fait, j'ai découvert le monde de la K-pop après avoir découvert le monde de J-drama, la J-pop et J-drama. J'ai commencé par ça et ensuite, un beau jour, je suis tombée sur un drama coréen. Et j'ai commencé à regarder. C'était pas sous-titré, hein, mais je regardais quand même. J'étais petite, j'étais au collège. Et je regardais. Puis après, j'ai cherché les sous-titres. Et à l'époque, les dramas n'étaient pas traduits. Il fallait regarder en anglais, avec un niveau collège. Et puis après, j'ai adoré la culture coréenne. J'ai enchaîné les dramas, j'ai découvert la K-pop. Et j'ai voulu... en fait, j'ai regardé un drama, c'était sur le journalisme. Et je me suis dit, j'ai trop envie d'être journaliste aussi. Et de là, j'ai tout fait pour devenir journaliste, mais dans le milieu que je voulais, donc dans la K-pop. Et j'ai postulé de partout. Et puis, j'ai été prise. Et je suis devenue journaliste dans le milieu de la K-pop. Et j'ai pu rencontrer des groupes de K-pop, des actrices, des acteurs. Et je suis revenue en France parce que j'estimais que j'avais fait le tour. Et puis, il y avait le Covid. Ah oui, ouais. Ah bah oui. Et surtout que j'étais là-bas, j'étais toute seule. Et moi, je suis une personne très famille. Après, je suis retournée en France. Et vu qu'il y avait le Covid, je ne savais pas quoi faire. J'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok. Et j'ai posté un jour une vidéo comme ça. C'était pas hyper travaillé, hein. J'ai lancé et elle a percé la première vidéo. Et après, j'ai continué parce que les gens ne connaissaient pas trop la K-pop. C'était en 2019, pardon. Et du coup, j'ai fait découvrir la K-pop, les dramas et les scandales. Et ça a marché, et puis j'ai continué. On m'a dit d'ouvrir une chaîne YouTube. Donc, je l'ai ouverte il y a 1 an. Et puis là aussi, ça a marché, et du coup, je continue. Bon, à côté, je travaille. Ah. Et, C'est pas devenu ton activité non, principale pour l'instant, non, quoi. pas du tout. Mais justement, comme tu étais journaliste, tu veux pas te lancer un peu de reprendre un peu ce côté journaliste, mais pourquoi pas l'ouvrir à la J-pop, au drama japonais? Je sais pas si ça existe. Si, là, Ouais. Je le fais en fait dans mes vidéos. Ouais. Je présente des scandales que les Français ne connaissent pas. oui, tu fais Je pas le- que sur la Corée. Des fois, Oui, tu fais aussi Mm. sur tout ce qui se passe au Japon, des Oui, dramas ou des dramas japonais. Je m'y connais plus en Corée qu'au Japon. Mais oui, ça m'est arrivé déjà de faire des vidéos sur le groupe AKB48, AKB48 en français, ou sur une actrice japonaise, Erika Sawajiri. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, comme ça. Elle faisait des dramas japonais. Et puis voilà, je continue pour l'instant. Et comment tu as appréhendé aussi la culture coréenne? Parce que du coup, forcément, dès que tu rentres, tu mets le pied dedans, quand tu as un regard, on va dire, européen sur cette culture-là, tu te dis bizarre, non? Ou c'est peut-être pas une culture très facile à appréhender ou très facile à comprendre, quoi. Ouais, Comment t'es rentré dedans et comment... Parce qu'aujourd'hui, la culture coréenne, maintenant, tu commences à, je suppose, bien la connaître, ou même la culture asiatique dans sa globalité, quoi. Comment t'as fait? Est-ce que tu t'es uniquement renseigné auprès de tout ce qui va être la K-pop, les dramas ou les trucs comme ça, ou est-ce que tu allé un peu plus loin, Non. voir un peu comment ils fonctionnent aussi, quoi? Non, en fait, vu que j'ai découvert quand j'étais petite, quand j'étais jeune, c'est vrai que la culture est différente. Mais du coup, moi, je me suis pas posé la question. Moi, je me suis dit, bon, ils sont comme ça, Ouais. et j'accepte. Du coup, j'ai essayé de comprendre pourquoi aussi ils étaient comme ça. Du coup, j'ai fait mes recherches, j'ai appris l'histoire du pays. Et quand on apprend l'histoire du pays, on comprend pourquoi les Coréens sont comme ça, ou pourquoi les Japonais sont comme ça. Oui, c'est important. Surtout dans la culture coréenne, il faut pas, par exemple, pas juste parler la langue, il faut aller plus loin, il faut Oui. comprendre tout ce qui est la hiérarchie, les gens, Exactement. l'histoire du pays, pourquoi il y a des réactions comme ça, Voilà. le respect des aînés, tout ça, tous ces Exactement. genres de choses. Parce que donc tu as vécu combien d'années là-bas Moi, j'habitais pas en Corée. En fait, moi, T'y j'étais allais, basée en Malaisie. D'accord. Mais je tournais dans tous les pays. J'étais jamais réellement dans le pays où j'habitais. Puis après,
En fait, oui, c'est vrai, quand on apprend l'histoire du pays et du peuple, on comprend les réactions des Coréens maintenant. Est-ce que tu comprends aussi que la K-pop et même la culture coréenne en général a explosé? Enfin, en tout cas, c'est la vision que j'ai. Moi, ça avait pas mal marché avec la culture japonaise il y a maintenant une quinzaine d'années. Aujourd'hui, c'est beaucoup la culture coréenne qui commence à popper en France. Est-ce que tu comprends aussi le succès de la K-pop, le succès des dramas coréens, les trucs comme ça? Là, en France, comme ça, alors c'est vrai que nous, on est assez proche de cette culture asiatique parce qu'on lit des mangas et qu'on connaît bien le Japon, mais la Corée, j'ai l'impression que ça reste très différent de cette culture-là. Est-ce que tu arrives à le comprendre? Justement, c'est peut-être cette différence-là qui attire les gens. Quelque chose de nouveau. On aime les dramas coréens parce que c'est différent des séries américaines. Elles sont plus touchantes. Même les scénarios. Les dramas coréens, ça va être moins trash que les séries coréennes. Et du coup, c'est peut-être cette pudeur-là qu'on aime bien. En fait, toute la différence, la culture, même la nourriture. La Corée du Sud, en fait, à travers les dramas et la K-pop, ils sont allés promouvoir leur culture. Enfin, soft power. Oui, voilà, avec tout tout ça. simplement. Ah oui, bah oui, ça c'est sûr. Bah, c'est surtout comparé au Japon, quoi. Pour moi, qui est l'aura de ce coin-là, de l'Asie de l'Est, on va dire, qui est un gros aura. Mais justement, la Corée, oui, devient une vraie grosse puissance. On en parlera un peu cet après-midi avec, par exemple, les jeux vidéo, où les Coréens ont une culture du jeu vidéo, alors, j'allais dire développée, mais non, plutôt hyper présent. Et il y a des pro-gamers qui jouent 15 heures par jour, parce que c'est dans leur culture et tout. Mais oui, non, forcément, la Corée devient un peu plus comment dire, une vraie puissance culturelle, on va dire, dans ce secteur-là, alors que ça a été pendant très longtemps le Japon qui était le must, qui était le meilleur dans ce coin-là, quoi. Une autre question, du coup, c'est quand tu vas écrire une vidéo, comment tu gères le processus de développement? Comment tu vas écrire ta vidéo? Est-ce que ça va être une critique comme si tu critiquais on va dire une série, ou tu as vraiment un truc à toi Non, en fait, dans mes vidéos, je donne rarement mon avis. Ouais. J'essaye de m'adapter à mon public, mais à tout âge. Donc, dans mes vidéos, je vais faire attention à ce que je dis pour que les mots que je suis en train d'employer soient compris par les plus jeunes comme par les plus vieux. Et quand je raconte, par exemple, une histoire ou un scandale, je le fais le plus simplement possible pour ne pas prendre la tête aux gens. Donc, je commence du début. Par exemple, si je veux parler d'un chanteur, ses débuts, ses polémiques et ce qu'il fait maintenant. Tout simple. Et en fait, ça, les gens, ils aiment bien. Plus c'est simple et plus ils regardent. Oui, j'avoue. Et tu vois aussi une différence, comme tu produis aussi sur TikTok, de ce que tu disais. Est-ce que tu vois aussi une différence de production en fonction de ce que tu as sur YouTube et sur TikTok? Et surtout, est-ce que tu vois la différence d'impact que tu peux avoir sur TikTok, où j'ai l'impression que c'est au petit bonheur à la chance, si ça passe, ça passe. Mais alors que YouTube, dès que tu as passé un cap, tu as toujours un peu le même rythme, quoi. En fait, sur TikTok, j'ai 3 secondes pour capter c'est ça. les personnes. Du coup, tu as commencé à un peu étudier la manière de capter. Je dois donner uniquement les informations les plus pertinentes. Sur YouTube, je peux prendre un peu plus mon temps, je peux donner plus d'informations, je peux être plus détendue. Pas sur TikTok. Sur TikTok, mes vidéos, elles font 1 minute. Ouais, pour TikTok, c'est quand même pas mal long déjà. Hein. Ouais. Et sur YouTube, mes vidéos, 10 minutes à 15-20 minutes. Ouais. Ça va dépendre du sujet que tu vas Voilà, aborder. ça va dépendre du sujet aussi. Et peut-être des fois, tu vas faire des versions plus courtes sur TikTok d'un sujet que tu fais sur YouTube, c'est ça? Exactement. Oui, c'est ça. Est-ce que ça va devenir, est-ce que tu espères à un moment donné que ça devienne ton métier, ou en tout cas que tu arrives à être rémunéré à 100% de cette activité-là? Est-ce que c'est un but ultime pour toi? En fait, je sais pas. Ah. Je me pose encore la question. Parce que je produis pas beaucoup de vidéos sur YouTube. Hein. Ouais. J'ai pas le temps. À côté, j'ai ma société aussi. J'essaye de trouver le temps, mais peut-être qu'un jour, je ferai que les vidéos. Mais après, c'est pas mon but ultime. Ah, c'est pas ton but ultime, quoi. Non. Mais tu veux quand même continuer à travailler un peu sur toute cette culture-là. Oui.
quand même, quoi. C'est sûr, oui. Et est-ce que tu peux imaginer d'autres types de formats? On en parlait avec Nota Bene, par exemple, où les formats vidéo, c'est son format classique, mais il a commencé à faire des BD, il a commencé à faire des bouquins. Est-ce que, d'une part, pour toi, c'est des formats qui sont adaptés au contenu que tu proposes, et d'autre part, est-ce que c'est un truc qui pourrait te faire kiffer aussi, hein? Un jour, j'aimerais faire mon propre documentaire. Ah ouais? Mais, mais ça reste au format vidéo, quoi. j'ai pas encore les moyens. Mais j'aimerais vraiment proposer un documentaire exclusif du jamais vu dans le milieu de la K-pop. Un sujet qu'on ne parle pas, mais dans les scandales. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire un jour. Mais qu'est-ce qu'on parle pas dans les scandales, par exemple? Le côté sombre de la K-pop. Oui. Ah ouais. C'est assez particulier, même si on en entend parler. Ouais. C'est très imbriqué avec la culture coréenne. Ouais, c'est ça. Des choses qui vont chez nous, ça va pas choquer. Ça peut prendre des proportions assez... Ah ouais? Chez nous... choquer. oui. Nous, après, on a tout vu en France, mais... Oui, mais on va dire qu'on va pas... Mais c'est vrai que ça peut... Oui, ça peut choquer les jeunes qui regardent un groupe de K-pop et qui pensent il suffit de chanter et danser, alors que derrière c'est beaucoup de travail. Bah ouais. Ils renoncent à leur jeunesse. C'est un peu ça, parce que du coup, quand tu rentres dans un groupe K-pop, tu commences hyper tôt au final, quoi. Oui, tu commences dès 18 ans, voire un peu avant, Même je pense. avant. Bien avant. Et et justement, oui, ça devient un peu Green Joss. Je sais qu'il y a un jeu, alors je sais plus comment il s'appelle, mais justement où tu dois manager un groupe de K-pop ou de J-pop, parce que je crois que c'est à peu près la même chose dans le management de ces trucs-là. Et justement, il y a le côté un peu Green Joss où tu te dis, t'engages quand même des gamins à danser, ils ont des stats et tout, et du coup, plus elle vieillit, plus généralement tu fais un groupe de filles, quoi. Plus elle vieillit, plus du coup elles ont des stats différentes, et donc du coup tu vois le côté un peu Grinch, tu vois que le public cible n'est pas forcément le public attendu par le groupe ou par le manager, parce qu'en fait finalement le public cible, il y en a beaucoup qui sont des cinquantenaires un peu chum. Oui, c'est ça. Si vous regardez bien, les groupes de K-pop féminins, ils vont avoir beaucoup de fans hommes. Bah ouais, c'est ça. Hein. Et pas des jeunes. Non. Des plus vieux. Après, ça va dépendre du type de groupe, mais oui. Par exemple, sur la tournée de Kiss of Life, je sais qu'il y a des gens qui ont été choqués. J'avais des amis, ils ont été choqués du public qui avait très masculin, particulier, quoi. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Corée. Il y a un quartier qui s'appelle Hongdae, et là-bas, il y a beaucoup de jeunes filles, des petits groupes pas connus, qui se mettent à danser. C'est ça. Et en face, vous allez voir plein de caméras, mais des équipements de pro, et c'est que des hommes. C'est pas des journalistes, c'est pas des paparazzi, c'est des inconnus comme ça. Ouais. Et c'est que des hommes, c'est pas des jeunes hommes, que des hommes plus de 40 ans. Ouais, et c'est des jeunes filles qui ont moins de 18 ans. Et ça, de toute façon, je suppose que l'industrie est au courant de ça, et ils en profitent aussi à un moment donné, parce que c'est des gens qui sont là aussi pour dépenser à un moment donné. Voilà, c'est ça, c'est des consommateurs. Il y a des dérives, forcément. Il y a forcément des dérives d'une manière ou d'une autre, parce que les boîtes de prod ou les managers de ce type de groupe connaissent la situation et en abusent aussi à un moment donné. Mais tu voudrais parler de ça, en tout cas, dans un documentaire, quoi. L'agence, elle pense qu'à l'argent. Un groupe de K-pop, c'est un produit. Ils vous vendent le produit et vous devez acheter les photocards, les albums, vous venez au concert. Acheter le merch, tout. Voilà, en fait, c'est le job des fans de soutenir le groupe. Il y a eu le cas un peu en Europe avec tout ce qui va être les L5, les trucs les boys bands, les boys bands et les boys girls, du coup. Non, les girl bands, pardon. Mais oui, il y a eu des dérives et on le sait que le public est comme ça, quoi. Mais bon, je sais pas comment ça peut évoluer à un moment donné, parce que du coup, ça reste très culturel, quoi, à un moment donné, et si ça existe, ça devient très compliqué de le changer, quoi. Après, on peut pas interdire à des hommes du coup de soutenir un groupe, quoi. Je vois pas comment on peut le c'est ça, en fait, parce que oui, c'est ça, en fait, le problème, c'est que c'est pas juste un homme, c'est que c'est un consommateur aussi. Voilà. Donc du coup, forcément, on veut pas dire non, on arrête tout. Voilà. Faut garder la barrière entre la partie qui est non, mais sur scène, hyper compliqué cette barrière. Ouais, c'est vrai que c'est délicat.
Voilà. Bah ouais. Et ça pourrait faire un documentaire assez intéressant. Bah en plus, tu connais du monde, quoi. Donc du coup, tu pourrais le tenter. Tu pourrais. Tu connais plein de boys band, plein de groupes de K-pop et tout. Donc en vrai, ça se tente. Un peu de réseautage dans le milieu. Bah ouais. Bon bah super, merci beaucoup en tout cas d'être venu passer nous voir. C'est vrai que moi en termes de culture K-pop je n'y connais absolument rien, mais en tout cas ta chaîne, alors je suis pas sûr d'être le public cible, mais j'aimerais bien voir aussi un peu comment ça se passe parce que je sais qu'il y a des trucs qui peuvent être intéressants et il y a forcément une part de ma culture qui peut être élargie par rapport à tout ce que tu peux proposer, qui peut être un gros pas sur ce type de contenu, quoi. Donc je vais regarder ça. Après moi je fais beaucoup de vidéos sur les scandales. Oui mais justement j'aime bien les scandales aussi. Hein, il y a de quoi faire. Yes. Merci beaucoup en tout cas. Merci.